Ce matin de novembre, le vent soufflait sur Séoul comme une lame d'acier. Naomi Kwon attendait à l'arrêt de bus de la rue Eulji, son sac serré contre sa poitrine, lorsqu'elle entendit la voix. Une voix qu'elle avait passé 2 ans à essayer d'oublier. « Naomi !» dit-il, et il y avait un sourire dans sa voix, un sourire qui n'avait rien de joyeux. « Tiens donc, toujours dans le bus !» Elle ne se retourna pas immédiatement. Elle prit une profonde inspiration. Elle compta jusqu'à 3. Mais avant qu'elle puisse réagir, un jet d'eau sale la frappa de plein fouet. La voiture de Juno filait à toute allure dans une flaque d'eau. Il s'arrêta, sortit en riant, tandis que sa copine filmait la scène avec son portable, comme s'il s'agissait d'un reportage télévisé. « Désolé, c'était un accident », dit-il, sans chercher à paraître convaincant. « Mais regardez, au moins le vieux manteau est assorti maintenant. » Et puis il a ajouté, avec cette cruauté particulière de celui qui connaît les faiblesses d'autrui, « J'ai toujours su que tu ne deviendrais jamais rien. Tu n'es toujours rien, Naomi. » Le bruit est arrivé avant l'image. Un son grave et rythmé, impossible à ignorer. Les gens à l'arrêt de bus ont commencé à lever les yeux. La petite amie de Juno a posé son téléphone pour la première fois. L'hélicoptère était noir et or. Il descendit lentement au-dessus du plus haut bâtiment de la rue, un gratte-ciel de verre dont la façade arborait le logo du groupe KW. Sur le fuselage, en lettres d'or qui brillaient sur le ciel gris de Séoul, « Maintenant ». Naomi se tourna finalement vers Juno. Il n'y avait aucune colère sur son visage. Il y avait quelque chose de bien pire. Il y avait de la patience. « Bienvenue dans ma rue », dit-elle. « Ce bâtiment derrière vous, c'est le mien. Et mon mari vient d'atterrir. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez les notifications. De nouvelles histoires chaque jour. Vous ne voudrez pas manquer la suite. » Naomi Kwon s'est réveillée à 5h47, comme tous les jours depuis l'âge de 21 ans. Non pas par nécessité. Elle aurait pu se lever à 10h, à 11h, demander à quelqu'un de lui apporter son café au lit avec une carte de bienvenue. Elle avait des employés pour cela. Mais se lever tôt était une habitude qu'elle conservait comme une cicatrice qu'elle ne voulait pas effacer. Un rappel de celle qu'elle avait été avant de devenir celle qu'elle était. Elle est née à Incheon, fille d'une lavandière et d'un homme dont elle se souvenait à peine. Sa famille avait déménagé à Séoul lorsqu'elle avait 8 ans, dans un village de petites maisons du quartier de Dobong-gu, où les hivers étaient longs et où l'argent ne durait jamais jusqu'à la fin du mois. Elle avait très tôt compris que le monde a 2 vitesses, celle de ceux qui attendent le bus et celle de ceux qui n'ont jamais à attendre. Pendant des années, elle a fait partie de l'élite. Elle a étudié grâce à une bourse. Pendant ses études, elle cumulait 3 emplois. Elle dormait moins qu'elle n'aurait dû, mangeait moins que nécessaire et a appris le mandarin, l'anglais et le japonais, car elle savait que les langues étaient des portes, et que ces portes étaient la seule chose qui la séparait de là où elle voulait être. C'est à cette époque qu'il a rencontré Juno Park. Il était tout ce qu'elle n'était pas. Fils d'une famille traditionnelle de Gangnam, beau garçon, sourire facile, le genre d'homme qui n'avait jamais besoin de se battre pour attirer l'attention, car elle venait toujours à lui naturellement. Ils se rencontrèrent lors d'un événement universitaire et il la qualifia de intéressante. Ce qui, elle le découvrirait plus tard, était sa façon de dire qu'il la trouvait suffisamment exotique pour s'amuser un moment. Ils ont été ensemble pendant 18 mois. Pendant 18 mois, elle a subi de petites humiliations, des remarques sur son quartier, sa façon de tenir sa fourchette, ses vêtements. Il ne l'a jamais présentée à sa famille. Il ne l'a jamais présentée comme sa petite amie lors d'événements importants. Elle était pratique, mais pas présentable. Et Juno savait le faire comprendre sans avoir à le dire à voix haute. Le jour où elle a enfin terminé, il a ri. « Tu vas me manquer », dit-il. « Tu ne trouveras personne de mieux que moi. Regarde de quoi tu es capable, Naomi. » Elle a regardé, puis elle est partie. Les 3 années suivantes furent les plus difficiles et les plus importantes de sa vie. Elle commença à travailler pour une entreprise d'import-export de taille moyenne, où elle attira l'attention d'un investisseur qui la recommanda pour une réunion. Cette réunion déboucha sur un contrat, puis sur un partenariat.
Elle avait le sens des affaires, non pas celui qu'on apprend dans les livres, mais celui forgé par des années de survie. Elle savait quand faire confiance, quand se retirer, quand aller de l'avant. C'est lors d'une de ces réunions qu'elle a rencontré Han Jae-won. Jae-won avait 42 ans, des cheveux noirs mêlés de blanc aux tempes et une présence qui imprégnait chaque pièce avant même qu'il n'y entre. C'était le genre d'homme que l'on décrivait par des mots vagues, puissant, dangereux, respecté, car aucun mot ne pouvait à lui seul saisir pleinement ce qu'il était. Ce que la plupart des gens savaient, c'était un homme d'affaires, propriétaire d'une société holding qui contrôlait l'immobilier, la logistique et des investissements dans toute l'Asie de l'Est. Ce que peu savaient, derrière les participations et les contrats, se cachait un réseau d'influence qui franchissait des limites que les hommes en costume préfèrent ignorer. Han Jae-won n'était pas qu'un simple homme d'affaires. C'était, pour reprendre l'expression consacrée dans le milieu, le genre d'homme avec lequel on souhaite s'allier. Lorsqu'il la vit traverser la salle de réunion sans quitter personne des yeux, il dit à son assistant à voix basse « Découvrez qui elle est ». Ils se marièrent 11 mois plus tard. Non pas sur un coup de tête. Jae-won ne faisait jamais rien sur un coup de tête, mais parce que, pour la première fois en 42 ans, il avait trouvé une femme qui ne le voyait ni comme une protection, ni comme une ressource. Elle le considérait comme son égal, et cela, pour un homme comme lui, était irrésistible. Pour Naomi, le mariage n'était pas non plus un coup de tête. Elle l'aimait d'un amour prudent, celui de quelqu'un qui a appris qu'un amour sans structure s'effondre. Mais il y avait plus. Avec Jae-won, elle pouvait construire. Et construire, c'était ce qu'elle savait faire de mieux. Ce matin de novembre, 3 ans après leur mariage, Naomi se trouvait à l'arrêt de bus de la rue Eulji, non pas parce qu'elle avait besoin d'un bus, mais parce que son chauffeur l'avait appelée pour une urgence familiale et qu'elle avait refusé la 2e voiture, le rendez-vous ayant lieu 2 rues plus loin. Elle était là, debout, son téléphone portable à la main, en train de relire ses courriels, lorsqu'elle a entendu la voix de Juno Park pour la première fois en 4 ans. Et puis Lo-Sal est arrivé. Tandis que Juno riait et que sa petite amie filmait, Naomi restait immobile. Son manteau était trempé. Le froid de Séoul lui transperçait les épaules. Mais elle ne bougeait pas. Elle ne criait pas. Elle ne pleurait pas. Elle écoutait le son venant du ciel. Han Jae-won n'aimait pas les hélicoptères. Il les utilisait par commodité. Séoul connaissait des embouteillages monstres aux heures de pointe et son temps était sa ressource la plus précieuse. Mais il n'aimait ni le bruit ni l'altitude et surtout, il n'aimait pas dépendre de quelqu'un d'autre pour piloter quoi que ce soit. Ce matin-là, il revenait d'Incheon, où il avait personnellement conclu une négociation qui avait duré 6 mois. Une négociation impliquant le port, une entreprise japonaise et un accord que son équipe avait jugé impossible. Jae-won ne croyait pas aux impossibilités. Son téléphone vibra alors que l'hélicoptère survolait encore la baie. C'était Soo-han, son chef de la sécurité personnelle, un homme de peu de mots qui n'appelait que lorsqu'il y avait quelque chose d'important à dire. « Monsieur, votre femme est à l'arrêt de bus d'Eulji. Il y a eu un incident. » Jae-won resta silencieux pendant 2 secondes. Quiconque le connaissait savait que ces 2 secondes équivalaient à une avalanche imminente. De quel type d'incident s'agit-il? Un homme l'a abordé et lui a jeté de l'eau sale. Il la filme en compagnie d'une femme. D'après nos informations, il s'agit d'une ancienne connaissance de la femme, Park Jun-ho, fils de Park Hyun-soo, de l'entreprise de construction Park. Un autre silence. Elle va bien? Physiquement, oui. Mais la situation est publique. Jae-won regarda par le hublot de l'hélicoptère. Les lumières de Séoul s'étendèrent sous lui, comme une carte des possibles. Il repensa à Naomi, transie de froid et trempée, filmée tandis qu'on lui riait au nez. Et il ressentit quelque chose de rare, une colère qui n'était ni froide ni calculée. Elle était personnelle. « Changez de cap », dit-il au pilote. « Rue Eulji, atterrissage à la tour KW ». La tour KW était l'immeuble que la société holding de Jae-won avait acquis 2 ans auparavant, mais qui était officiellement enregistré au nom de Naomi, un choix qu'elle avait fait lors de la structuration des actifs de l'entreprise.
Elle avait exprimé le souhait de posséder un bien à son nom, sans société holding, sans intermédiaire. Jae-won avait accepté sans hésiter. Désormais, le plus haut bâtiment de la rue Eulji portait ses initiales. Alors que l'hélicoptère changeait de cap, Jae-won appela de nouveau Soo-han. « Je ne veux personne près de lui. Je ne veux aucune interférence avant mon arrivée. Compris ? Compris. Soo-han. Monsieur, découvrez tout sur Park Juno. Contrat, dette, partenaires, problèmes en cours, absolument tout. » Il y avait dans le ton de Jae-won quelque chose que Soo-han reconnut immédiatement. Ce n'était pas une menace. C'était pire qu'une menace. C'était l'intention. L'hélicoptère noir et or a entamé sa descente au-dessus de la rue Eulji à 8h14. Les lettres naïes sur la coque captaient le reflet du faible soleil de novembre et brillaient sur le ciel gris. En bas, à l'arrêt de bus, Juno Park riait encore. La petite amie de Juno, Yerin, avait 24 ans et une chaîne YouTube suivie par 400 000 personnes. Elle qualifiait son contenu de « vie réelle sans filtre », ce qui en pratique consistait à filmer des situations embarrassantes d'autres personnes et à les présenter comme du divertissement. Elle n'avait pas arrêté de filmer. Lorsque le bruit de l'hélicoptère a commencé, elle a pointé la caméra vers le ciel, pensant capturer un bonus inattendu pour sa vidéo. Mais lorsqu'elle a aperçu les lettres dorées sur la coque Nai et qu'elle a remarqué l'absence de surprise de la femme à l'arrêt de bus, Yerin a commencé à ressentir un malaise. « Juin », dit-elle doucement. Mais Junho ne lui prêtait pas attention. Il regardait Naomi avec ce sourire qu'il arborait lorsqu'il pensait maîtriser la situation. « Votre mari a un hélicoptère, c'est formidable », dit-il d'un ton qui se voulait ironique, mais qui trahissait simplement sa nervosité. « Ce genre de choses vous impressionne maintenant ? Je n'étais pas impressionné quand tu avais la voiture de ton père, a-t-elle répondu. Ça ne m'impressionne pas plus maintenant. Une pause. Ce qui compte pour moi, c'est que cet immeuble, elle désigna la tour 4W sans se retourner, m'appartienne. Cet arrêt de bus est juste en face de l'entrée principale, et j'étais là parce que je le voulais, Juno, pas parce que j'y étais obligé. Et il a essayé de rire, mais le son est sorti de travers. L'hélicoptère s'était posé sur l'héliport situé au sommet de l'immeuble. Les gens à l'arrêt de bus et sur le trottoir s'étaient arrêtés. Certains filmaient avec leur téléphone portable. Un homme en costume noir, portant des écouteurs discrets, était apparu sur le trottoir à quelques mètres de là. Il ne s'était pas approché. Il était simplement resté là. Jun l'a remarqué. Puis il en remarqua un autre, de l'autre côté. Puis les portes de la tour KW s'ouvrirent et Han Jae-won traversa le hall pour rejoindre le trottoir avec l'aisance tranquille de quelqu'un qui n'a jamais besoin de se presser. Il portait un pardessus gris foncé, sans cravate, le premier bouton de sa chemise ouvert, comme s'il avait interrompu la réunion la plus importante de la journée pour être là. Ce qui, techniquement, était vrai. Il ne regarda pas Juno, il regarda Naomi. Il examina son manteau trempé, sa posture, droite, calme, les yeux secs, et quelque chose se détendit légèrement sur son visage. « Ça va ?» lui demanda-t-il. « Oui », dit-elle. C'est seulement alors qu'il se tourna vers Jun. Han Jae-won avait une présence qui se suffisait à elle-même. Son simple regard posé sur Juno Park semblait apaiser les esprits. « Park Juno », dit-il d'un ton neutre, comme s'il lisait un rapport. « Le fils de Park Hyun-soo. Son entreprise de construction a 2 contrats en cours dans la ville. Les 2 sont conditionnés par l'approbation des autorités municipales pour les infrastructures. Il a également une dette envers la banque Hanwha à rembourser en février. Et une action en justice pour non-paiement de la part de 3 anciens employés est en cours. Juin est devenu blanc. « Comment savez-vous ? Je sais beaucoup de choses, » dit simplement Jae-won. « Ce que j'ignorais, c'était qui tu étais. Maintenant, je le sais. » Il y eut un long silence. Yerin avait complètement posé son téléphone. Elle ne filmait plus. « Qu'insinuez-vous » demanda Juno, la voix légèrement tendue. « Je n'insinue rien, » répondit Jae-won. « Je vous informe simplement. » Il posa légèrement la main sur le dos de Naomi. « Vous avez jeté de l'eau sale sur le manteau de ma femme. Vous l'avez traité de moins que rien. Ils ont tout filmé. » Il regarda Yerin. «
Elle le fixa en retour, mais ses doigts se crispèrent sur son téléphone. « Bonjour », dit Jae-won, puis il guida Naomi à l'intérieur du bâtiment. Jun resta immobile sur le trottoir pendant un long moment. Les deux agents de sécurité avaient disparu. Mais le sentiment qu'ils étaient toujours là ne disparaissait pas. À l'intérieur de la tour KW, le hall d'entrée était en marbre blanc rehaussé de touches de cuivre. Des fleurs fraîches ornaient la réception. Naomi y avait tenu, et l'arôme du café, s'échappant du café du rez-de-chaussée, se mêlait à l'air conditionné qui maintenait une température constante, même par temps très froid. Ils se sont dirigés directement vers l'ascenseur privé. Lorsque les portes se refermèrent, Naomi laissa échapper un long soupir. Non pas de soulagement, mais plutôt comme quelqu'un qui se débarrasse d'un poids qu'il portait depuis trop longtemps. « Je n'avais pas besoin de faire ça, dit-elle. Je le voulais, a-t-il répondu. Jae-won, Naomi. Elle le regarda. Il était face à la porte de l'ascenseur, mais elle pouvait voir à son attitude que l'incident l'avait affecté plus qu'il ne le laissait paraître en public. Il a dit que je n'étais personne, dit-elle doucement. Je sais. Et pendant une seconde, elle marqua une pause. Pendant une seconde, cette vieille partie de moi a entendu ça et l'a reconnu. Vous savez, cette partie qui pense encore que l'arrêt de bus définit qui vous êtes. Jae-won se tourna vers elle. Il étudia son visage un instant. Vous savez que ce n'est pas vrai. Je sais, dit-elle. Mais savoir et ressentir, c'est différent. Tu as grandi dans un monde où l'hélicoptère était une évidence. Moi, j'ai grandi dans un monde où le bus était le summum de ce à quoi on pouvait aspirer. Et quand quelqu'un te regarde et voit le bus en arrière, ça fait encore mal. L'ascenseur s'est ouvert à l'étage de la direction. Il ne partit pas immédiatement. Il continua de la regarder. « Quand je t'ai vu pour la première fois, dit-il, tu as traversé la pièce comme si le sol t'appartenait. Pas comme quelqu'un qui cherchait à prouver quelque chose. Comme quelqu'un qui savait déjà. » Il marqua une pause. « Je n'ai jamais vu le bus en toi. J'ai vu exactement qui tu es. » Elle ne répondit pas immédiatement. Elle avait appris à recevoir de tels mots sans les rejeter d'emblée. Un long processus, plus difficile que n'importe quelle négociation qu'elle ait jamais entreprise. « Tu as été dur avec lui, » dit-elle en changeant légèrement de ton. « Je me basais sur les faits. J'ai été direct et factuel. Une légère expression, pas vraiment un sourire, mais presque, apparut sur le visage de Jae-won. Peut-être, il sortit de l'ascenseur. Mais il filmait, et ce qui a été filmé va circuler. Et quand ça circulera, tout le monde verra exactement où elle se trouvait et exactement ce qui est tombé du ciel. » Naomi y réfléchit. « Vous avez calculé cela ? » « Je calcule toujours, » a-t-il simplement déclaré. Elle le suivit dans le couloir, et tout en marchant, elle ôta son manteau trempé, le pliant soigneusement sur son bras. Une vendeuse apparut aussitôt, prit le manteau et lui parla du pressing. Naomi la remercia de lui avoir donné son nom. Voilà ce qu'elle était devenue. Plus la femme que Juno voyait lorsqu'il la regardait, la jeune fille de Dobong-gu qui prenait le bus sans jamais aller nulle part, mais plus non plus l'image que son mariage avec Jae-won aurait pu créer, l'épouse d'un homme puissant, vivant dans le reflet de sa présence. Elle était les deux et ni l'un ni l'autre. C'était Naomi Kwon. Et cet immeuble, avec son nom inscrit en lettres dorées en forme d'hélicoptère, n'en était que la dernière preuve en date. Plus tard, dans l'après-midi, la vidéo de Yerin a été diffusée. Elle l'avait montée pour en montrer le plus possible. L'eau trouble, les discours de Juno, puis l'hélicoptère descendant avec le nom en or. Elle n'avait rien coupé en plein vol car, à sa grande surprise, la vidéo avait explosé de vues avant même qu'elle ait pu en analyser le résultat. Dans les commentaires, personne ne parlait de Juin. Il parlait de Naomi. La façon dont elle restait là, immobile. La façon dont elle ne criait pas, ne pleurait pas, ne se défendait pas par des mots. La façon dont elle attendait simplement, comme quelqu'un qui sait que la réponse est déjà en chemin. 3 semaines après l'incident de la rue Eulji, Park Juno a reçu un appel de la banque Hanwha. La dette arrivant à échéance en février avait été rachetée par une société holding tierce, qui a exigé une renégociation immédiate à de nouvelles conditions. Les contrats municipaux de l'entreprise de construction Park ont fait l'objet d'un audit de routine. Un audit qui, en réalité, n'est jamais de routine.
Et le procès prud'homal, au point mort depuis des mois, s'est vu confier un nouvel avocat, issu d'un cabinet que Jun-ho connaissait malheureusement très bien. Rien n'était illégal, rien ne représentait une menace. C'était simplement le fonctionnement du marché. C'était simplement les conséquences qui arrivaient à leur propre rythme. Junho n'a pas appelé Naomi. Il n'avait rien à dire, et il le savait, car au fond de lui, il l'avait toujours su, même s'il ne l'avait jamais admis, que la véritable humiliation n'avait pas été l'incident de l'hélicoptère, ni son mari puissant. La véritable humiliation fut de réaliser que pendant tout ce temps, il l'avait regardé et n'avait vu que ce qu'il voulait voir, et non ce qui était réellement là. Yerin a fermé sa chaîne 2 semaines plus tard. Non pas qu'elle y ait été contrainte, mais parce qu'après la viralité de la vidéo et la lecture et la relecture des commentaires, elle a constaté que son propre contenu ne laissait plus place au divertissement. Elle ne voyait plus que des personnes, et elle a réalisé qu'elle avait longtemps confondu les deux. Elle était la seule à s'être excusée. Il a envoyé un message directement au profil de Cable Group, le seul contact public qu'il ait pu trouver. Il ne s'attendait pas à une réponse. Il en reçut un 3 jours plus tard, signé par Naomi Kwon. Il y avait 2 lignes. Reçu. Prenez soin de vous. Yerin a enregistré le message sur son téléphone et l'a longuement contemplé. Le même mois, Naomi a ouvert un incubateur d'entreprises destiné aux entrepreneuses de première génération. Des femmes qui, comme elle, avaient débuté sans réseau, sans capital, sans nom prestigieux. Le programme proposait du mentorat, des crédits et surtout des contacts. Jaewon a signé le contrat de sponsoring sans hésiter. « Vous allez perdre de l'argent au début », dit-il en regardant les chiffres. « Je sais », dit-elle. « Tout va bien ». Elle le regarda. « Je ne pose pas la question », a-t-il dit. Elle sourit. Un sourire qui ne nécessitait aucune explication. L'après-midi de l'ouverture du bureau, Naomi prit le métro plutôt que de commander un VTC. Non pas qu'il n'y en ait pas de disponible, non pas qu'elle cherchât à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais parce que parfois, pensa-t-elle, il est bon de se souvenir d'où l'on vient. Non pas avec honte, non pas avec nostalgie, juste avec lucidité. C'était elle, la fille dans le bus. On l'avait traitée de personne. Et elle avait bâti, brique après brique, décision après décision, aube après aube, un monde qui lui appartenait entièrement. Non pas le reflet du monde de quelqu'un d'autre, ni l'ombre d'un homme, ni le poids d'un passé d'humiliation. Quand le métro est arrivé, elle est montée dedans. Et pour la première fois depuis longtemps, le bruit des portes qui se fermaient sonna, étrangement, comme une réponse. L'histoire vous a plu ? Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. De nouvelles vidéos chaque jour. Laissez un commentaire. Vous est-il déjà arrivé d'être sous-estimé par quelqu'un et de le regretter par la suite ?